Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'enregistrer un nouvel épisode avec le témoignage d'Élodie. Élodie, merci d'avance pour ton témoignage, pour ton temps, pour ta confiance et pour cet exercice d'enregistrement de podcast. Et je te laisse te présenter de la manière dont tu en as envie. Tout d'abord, merci également à toi de me faire confiance et de bien vouloir partager mon histoire. Donc, voilà, moi c'est Élodie, j'ai 34 ans, je suis mariée et je suis maman de 3 enfants. Merci. Alors, tu es, comme tu l'as dit, maman, mais aujourd'hui, on va aussi parler de cette notion de famille. Il y a plusieurs décès, toi, qui te concernent, et des décès qui ont pas été simples, justement, à cheminer, à transformer, à intégrer, j'ai envie de dire, plutôt qu'à accepter. On verra si la notion d'acceptation est une notion qui te parle ou pas. Est-ce que tu veux déjà nous expliquer un petit peu, ce que tu as vécu et commencer par le premier décès qui a rencontré ton chemin? Oui, tout à fait. Donc, à l'âge de mes 18 ans, j'ai perdu mon grand frère, hein. Donc, il a été assassiné. Il a été poignardé, en fait, lors d'une sortie en boîte de nuit. Donc en quelque sorte, voilà, moi ça a été très compliqué pour moi ce décès parce que, ça peut paraître bête, mais je pensais que la mort n'existait, que chez les autres. Et en quelque sorte, là, j'étais confrontée, à la perte de mon frère et en plus un assassinat qui, voilà, c'est quelque chose, pas commun en quelque sorte, hein, parce qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent en plus de la perte. Hem, donc voilà, c'est vrai que j'ai, vécu, tout ça, à 18 ans. Et comme tu le dis, justement, c'est un décès qui est traumatique. Déjà, on parle d'assassinat. J'imagine, et tu vas me dire si ça a été ton cas, mais qu'il y a eu un sentiment d'injustice, de la colère, justement, envers cette personne coupable. Est-ce que c'était uniquement envers cette personne coupable ? Est-ce qu'il y avait aussi une injustice, une colère envers la vie, envers d'autres personnes ? Quelles sont les émotions finalement qui se sont manifestées à toi ? Alors pour être totalement franche, j'en voulais à tout le monde, la vie entière au début, parce que, je trouvais ça, oui, injuste. Pourquoi nous? Pourquoi lui? Enfin, pourquoi ça nous arrivait en fait? Et donc j'avais énormément de colère en moi et c'était vraiment très compliqué à gérer toutes ces différentes émotions qui étaient très intenses et en quelque sorte, oui, c'était injuste, mais il fallait y faire face parce que, il y avait seulement un procès qui allait venir après, entrer en jeu. Et justement, du coup, tu parles de procès. Alors tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus sur quelle a été justement la suite, les tenants et les aboutissants de ce procès, mais selon tout ça, selon cette situation bien particulière, est-ce que ça a été pour toi un frein ? Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire ? Ça a été quoi un petit peu ce parcours, on va dire, judiciaire ? Alors le parcours a été très compliqué dans le sens où il a fallu déjà 1 an pour retrouver, la personne qui a fait ça à mon frère. La justice l'a retrouvé parce que tout simplement il se vantait de l'avoir fait. Donc ils ont su mettre la main dessus. Ensuite, forcément est rentré le parcours judiciaire où il a fallu se battre pour que justice soit rendue. Alors là, ça a été vraiment le parcours du combattant, dans le sens où la première comparaison en justice, il a été jugé en correctionnel. Et clairement, on avait l'impression que ça avait été jugé comme un vulgaire vol de vélo. Donc, il avait pris 5 ans, coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors que il faut quand même préciser qu'il avait donné non pas un coup de couteau, mais deux
un qui a touché le poumon et le cœur. Donc, enfin voilà, on ne fait pas ça. Oups, j'ai pas fait exprès. Non, on avait vraiment cette intention de tuer. Et donc, on n'a pas été d'accord. On a fait appel. Notre appel a été rejeté. Donc, on est repassé en correctionnel. Il a re-eu 5 ans à ce moment-là, donc on a fait encore appel, donc c'était notre dernier appel, on est passé en cour de cassation. La cour de cassation a dit « Ok, on veut bien vous laisser une chance pour les assises, mais on n'est pas sûr du résultat. » Donc on est passé en assises après forcément plusieurs années. Il a pris 26 ans ferme, à savoir que pendant l'année qu'il a vécu la vie normalement, alors qu'il venait de tuer mon frère, il avait commis encore des actes. Au bout de 10 ans, on a reçu un courrier pour dire qu'il était sorti. Eh ben, quel parcours, comme tu l'as dit. Tu t'as parlé d'un parcours du combattant et on le ressent. Du coup, combien de temps au total ça a duré entre l'annonce du décès de ton frère et le moment où justement vous avez eu la justice qui a fait son travail? Alors après, on est d'accord, pas d'accord avec la décision finale, mais au total, ce parcours, il s'est inscrit dans le temps pendant combien de temps? Alors, je vais pas pouvoir vraiment répondre correctement. Pour moi, je pense que c'était en 2-3 ans. À savoir que j'ai une amnésie sur certaines choses. Je pense que mon cerveau me protège tout simplement. Et par exemple, ça, les dates, etc., j'ai une amnésie complète. Comme par exemple l'enterrement de mon frère, je ne m'en souviens plus. Et ça en fait partie. Mais bout à bout, je pense qu'on a eu entre 2 et 3 ans pour avoir la décision finale, le procès. Mmh. C'est intéressant que tu parles de cette amnésie et que tu la mentionnes. Est-ce que c'est quelque chose, si c'est pas indiscret, sur lequel tu as déjà travaillé pour essayer de te souvenir, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es OK, ou il y a aussi un mécanisme de protection derrière, bien entendu? Est-ce que tu t'y es un peu plus penché et intéressé, ou c'est OK comme ça pour l'instant? Alors, au début, je me demandais pourquoi en quelque sorte. Donc c'est vrai que j'essayais de gratter. Et en fait, en grattant, je me suis souvenue des choses qui me faisaient terriblement mal. Et là, je me suis dit: «Oh ma cocotte, si en quelque sorte, ton corps, ton cerveau, ton esprit, peu importe, fait en sorte que tu ne t'en souviennes plus, ben laisse ça, c'est OK. On va pas aller gratter plus loin, c'est que en quelque sorte, ça doit être oublié, rangé dans un petit tiroir et voilà». Tu considères que les choses sont comme ça aujourd'hui? Peut-être que demain, tu iras recreuser selon les événements de la vie, les situations, mais en tout cas, tu es aligné avec ça et c'est OK. Voilà, on va pas chercher à se faire souffrir. Je pense que j'ai assez souffert dans ma vie et voilà. Bon, je sais qu'en quelque sorte, c'est rangé dans un tiroir là-bas dans ma tête et voilà, au besoin, peut-être qu'un jour j'irai ouvrir ce tiroir, mais pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Bien sûr. Merci pour ce partage. J'avais envie de te demander, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu cette prise de conscience au moment du décès de ton frère que, bah oui, la mort n'arrive pas qu'aux autres ou dans les films. Et tu disais, c'est peut-être un petit peu bête, mais non, loin de là, hein. C'est vraiment, on est dans ce déni, en fait, de la finitude, de la mort, de l'impermanence de la vie. On veut pas la voir parce que c'est pas ce qui nous plaît. C'est pas, on veut pas perdre ni quelqu'un, ni quelque chose, ni une situation, ni une position sociale. Ça peut être vraiment assez large. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont changé en toi, d'autres prises de conscience, des choses peut-être plus positives, des choses peut-être plus inconfortables? Qu'est-ce qui s'est passé en toi finalement après le décès de ton frère? On va dire qu'après le décès de mon frère, j'ai pas eu de choses spécialement positives, dans le sens où je suis vraiment restée dans cette colère, dans cette incompréhension et dans cette injustice. Clairement, en fait, mon deuil, j'arrivais pas à le faire. J'allais voir des psychologues. J'essayais de me soigner en quelque sorte comme je pouvais. Et donc, c'est vrai que j'ai tenté en quelque sorte d'en discuter et je me suis dit: «Bon, écoute, t'arrives pas à faire de tirer la page, donc à ce moment-là, tu vas devoir vivre avec». Et c'est vrai que c'est suite à d'autres événements dans ma vie, en vieillissant, d'autres pertes, où là je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose à en tirer, ça n'arrive pas par hasard». Mais sur le fait que voilà, quand c'est arrivé à mon frère, non, je suis vraiment restée dans ce deuil très compliqué, cette colère et cette injustice.
Et ben justement, tu nous parles d'autres décès qui sont venus, recolorer le chemin du deuil par rapport à ton frère. Est-ce que tu veux nous en parler davantage? Oui, bien sûr, bah, voilà, je suis là aussi pour ça. Donc, moi, mon frère est décédé donc alors que je ne dise pas de bêtises, j'ai toujours tendance le 10 octobre. Quelques années après, j'ai perdu dans les mêmes circonstances quelqu'un à qui je tenais énormément. Il a été également poignardé. Il a été donc il est décédé en janvier. Donc on était vraiment dans une date miroir. Et après, ben voilà, j'ai fait ma vie, j'ai vieilli et je suis devenue maman pour la première fois. Donc j'avais 25 ans et j'ai perdu mon fils à l'âge de ses 5 mois de la mort subite et il est décédé le 1er octobre. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oulala, la vie s'abat quand même sur moi à plusieurs reprises. Enfin voilà, je comprenais pas encore une fois, je me disais, j'ai vraiment pas de chance. Et à un moment donné, on se remet quand même en question dans sa vie et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre parce que on a vraiment ce schéma répétitif dans le sens où mon frère, ça a été poignardé, il a été dans un état végétatif parce qu'il a été réanimé, donc il n'est pas mort sur le coup. J'ai quelqu'un d'autre que je perds dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire aussi poignardé, et je perds mon fils qui n'a pas été poignardé, mais qui est aussi également dans un coma végétatif parce qu'il a été réanimé d'un manque d'oxygène. Et on est vraiment dans des choses similaires avec des dates miroirs. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose vraiment. Donc, c'est vrai qu'en étant curieuse, c'est là que j'ai pointé la porte d'une médium. Et là, les choses se sont éclaircies pour moi, en quelque sorte. Du coup, tu dirais que c'est vraiment les 2 décès qui ont suivi, qui ont permis de remettre en perspective le décès de ton frère et la notion de la mort de manière plus globale, dans ta vie? On va dire que c'est vraiment le décès de mon fils. Parce que ben voilà, là c'était quelque chose de, enfin perdre son enfant, je pense que c'est la pire chose que je puisse souhaiter à quelqu'un. Et là, ça a vraiment été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, on essaye de chercher des réponses à des questions. Et ben justement, tu nous dis que tu as passé la porte d'une médium. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, vraiment, c'est vraiment partage, personnel et c'est OK que ça ne résonne pas pour certaines personnes et c'est très bien si ça résonne pour vous. Vous prenez ce qui a du sens et vous laissez glisser ce qui n'en a pas. Dans ton témoignage personnel et ton expérience, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de comprendre, de faciliter, d'intégrer, d'accepter? Je te mets plusieurs mots, tu prends celui ou ou ceux qui ont le plus de résonance pour toi. Alors, je peux clairement dire en un mot que ça a été ma renaissance. Parce que, comme je le disais, c'est vrai que par rapport à mon frère, j'ai été voir des psychologues, des psychiatres, des médecins pour essayer de trouver de l'aide, en fait. Et j'y arrivais pas. Et en fait, cette ouverture, cette ouverture à la spiritualité m'a fait comprendre, en fait, que tout est écrit en quelque sorte. Alors, comme tu le dis, c'est propre à chacun. C'est vrai que maintenant, moi, j'y crois. Tout était écrit et en quelque sorte, ça m'a appris à savoir que c'était mon choix également avant de m'incarner et que tout allait bien de leur côté. Et en fait, si j'ai vécu toutes ces choses, c'est parce que moi-même, j'avais peur de la mort et j'avais pas compris en fait le message par rapport à ces pertes. Et donc, on me l'a repassé plusieurs fois. Maintenant, c'est sûr que j'ai compris le message. Mais là, en l'occurrence, voilà, ça m'a vraiment permis de voir les choses différemment, d'accepter. C'est pas pour autant que voilà, je vais faire je vais faire le deuil parce que le deuil de mon enfant, je pense qu'on ne le fait pas. Mais je suis OK avec sa perte, dans le sens où il a été là, il a vécu ce qu'il avait à vivre, on a vécu ensemble des choses merveilleuses. En quelque sorte, je suis reconnaissante maintenant de ça. Je suis reconnaissante qu'il m'ait choisi, qu'on a pu vivre ce petit bout de chemin ensemble, et ça m'a permis de grandir. Quand tu dis justement le fait que la mort a croisé ton chemin à plusieurs reprises et qu'en fait, il y avait un message derrière ça pour reprendre tes mots, si tu devais le formuler ce message, tu le formulerais comment? Ce message que tu as reçu et du coup compris et intégré? Que la mort n'est rien, qu'en quelque sorte, une fois qu'on meurt, on passe juste de l'autre côté de la pièce. En quelque sorte, on se retrouvera.
Et du coup, c'est une croyance qui te fait du bien et qui apaise ces souffrances au pluriel par rapport à ces différents décès? Oui, tout à fait. Ouais. Je te remercie déjà pour ce partage et ce message. Si c'est OK pour toi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur chaque décès parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très pertinentes en fait à mettre en avant et à mettre en valeur. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ces différents décès, dont le décès de ton fils Hugo, qui a remis en fait tout ça en perspective. Tu nous parlais par rapport au décès de ton frère d'un sentiment d'injustice, d'une colère, le fait de ne pas vouloir accepter ce que cette personne avait fait. Est-ce que tu es aujourd'hui encore dans ces pensées, dans ces croyances, ou est-ce qu'il y a une forme d'acceptation, de résilience qui a fait son bout de chemin ou pas? Alors oui, je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la résilience dans le sens où, à l'heure actuelle, j'arrive à distinguer, vraiment la personne qui a fait, comment dire? L'acte envers mon frère, son choix, hem, enfin, comment expliquer? Non, j'arrive à distinguer, ben voilà, oui, il a fait ça, mais en dehors de cet acte, c'est une personne qui, comme moi, a des choses à vivre, a des leçons et en quelque sorte, il a une famille et cetera. Enfin, j'arrive vraiment à distinguer les 2 choses et donc en fait, pour moi, ça reste OK. Je ne lui en veux plus autant qu'avant. Avant, c'est vrai que j'avais de la haine envers lui. J'aurais pu vouloir sa mort. Malheureusement, c'est clair. J'avais cet esprit de vengeance. À l'heure actuelle, c'est OK dans le sens où je me dis, en tant qu'âme, il avait besoin, dans cette vie-ci, de vivre ça. Alors malheureusement, ben voilà, moi j'en suis en quelque sorte, je fais partie des victimes, mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours une victime. Et Mmh, bien sûr. Et donc du coup, ça, c'est vraiment cette ouverture à la spiritualité, à ce message, à ces croyances dont tu nous mentionnais, juste avant, qui t'ont permis justement de détacher, la personne coupable et la personne en elle-même. C'est-à-dire, oui, comme tu l'as dit, cette personne a eu ses actes, mais pour autant, ben, il est père de famille et il a le droit aussi à sa reconstruction. C'est vraiment ça qui t'a aidé? ouais, d'un peu comprendre un petit peu, bah, le cheminement, hem, de comment se passe une vie, donc l'incarnation, en quelque sorte le choix, les choix qu'on fait en tant qu'âme avant de nous incarner en disant ben voilà, dans cette vie-ci nous allons tester par exemple, je sais pas, le pardon, mais voilà, on va tester le pardon, mais ce qui va rentrer en compte, c'est que ben, si on doit pardonner, c'est qu'on va être trahi en quelque sorte, et c'est toutes ces choses-là. Je me suis dit bon ben, en quelque sorte, ben, cet homme a été aussi en haut et s'est dit, ben, cette fois-ci, je vais tester l'assassinat en tant que meurtrier. Alors peut-être que dans une autre vie, et c'est pas peut-être, j'en suis sûre, parce qu'à l'heure actuelle, on sait très bien que quand on a une problématique, on la vit à 360 degrés. Donc en effet, peut-être dans cette vie-ci, il a été le meurtrier de mon frère. Peut-être que dans une vie précédente où, je ne sais pas, il a été la victime. Voilà, c'est vraiment ce regard que j'ai à l'heure actuelle sur lui, que dans cette vie-ci, il a dû être le meurtrier, mais peut-être que dans les vies d'après, avant, peu importe, il a été une victime, il a été le frère, le père, peu importe, mais en tout cas, cette problématique, il l'aura vécue sans doute comme moi également. Ce que je ressens, en fait, c'est que ça t'a vraiment permis de remettre en perspective. Ouais, Il y a vraiment cette notion-là de remettre en perspective. Alors après, voilà, avec tes croyances, et cetera et tout ça, l'important, c'est que ça vous fasse du bien. Encore une fois, c'est pour ça que je dis les témoignages, ils sont personnels et que si ça ne résonne pas, c'est OK. Finalement, l'invitation qu'il y a derrière tout ça, c'est de trouver sa propre manière de remettre en perspective, que ce soit par la spiritualité, par la thérapie, l'accompagnement, un livre, une chanson, toute autre chose. En fait, juste la ressource qui sera pertinente et adaptée à votre personne pour vous permettre de trouver
cette résilience, cette intégration, cette acceptation. Et justement, sur ce côté assassinat, est-ce que tu connais justement le principe de la justice restaurative? Parce que c'est une initiative qui est proposée depuis 2014. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé? Et si ça s'appelait pas encore comme ça, est-ce que tu as une proposition du type? Donc c'est bien, de pouvoir rentrer en contact avec, la personne pour pouvoir discuter, hein, avoir un échange. Exactement, oui, c'est ça. Alors oui, ça m'a été proposé, c'est proposé d'office de toutes les façons et ils doivent à ce moment-là évaluer, la demande. À ce moment-là, quand c'est arrivé, j'étais tellement dans la haine, qu'en fait ça m'a été refusé parce que, ils avaient peur que tout simplement, je n'arrive pas à gérer mes émotions et je pense qu'ils avaient raison à cette époque. Maintenant, avec le recul, heu, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais avoir cette confrontation et pouvoir avoir une discussion tout à fait, calme, paisible, que voilà, il y a quelques années, j'aurais pas pu. Du coup, tu dirais que cette proposition, elle est peut-être arrivée trop tôt dans ton cheminement et dans ton processus? Ouais, ouais, vraiment. En fait, j'aurais été peut-être agressive, on n'aurait pas pu discuter, clairement, parce que j'étais mangée par cette haine que j'avais envers lui et j'aurais pas été, pas on peut pas dire neutre en quelque sorte, mais voilà, ça aurait pas été, Ça aurait pas été constructif, c'est ça? non, du tout. Que là, en l'occurrence, X années plus tard, oui, ça pourrait l'être, mais encore, est-ce que ça vaut vraiment la peine de savoir pourquoi il a fait ça? Bah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça vaudrait la peine? Je le sens plus comme quelque chose qui serait, en tout cas dans ta situation, un bonus. C'est-à-dire ça me permettrait des choses en plus, mais c'est pas ce qui t'aurait permis de cheminer plus facilement dans ton processus de deuil, de résilience et d'acceptation. C'est quelque chose que tu as fait et qui aurait pu se rajouter, mais c'était pas vraiment quelque chose de nécessaire? C'est comme ça que tu le ressens? Alors, c'était pas nécessaire et en soi, je le savais pourquoi il avait fait ça, dans le sens où, hem, rien n'arrive au hasard, mais là, on peut dire que, pour lui, c'est un hasard. Il a rencontré mon frère et de ses propres mots, hein, lors du procès, il l'a planté pour voir ce que ça faisait de planter quelqu'un. Donc, en quelque sorte, il y a pas il y a pas à savoir, enfin, il y a pas de réponse à des questions là-dessus, c'est Oui, parfois, mieux vaut se détacher de certaines réponses qui vont pas forcément nous aider et travailler sur d'autres choses, remettre en perspective, changer, son regard et se permettre de se reconstruire. Ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire qu'on est OK avec ce qui s'est passé, loin de là, mais que malgré tout, ben, on avance. On avance avec ces nouveaux apprentissages, avec ces injustices, avec ces émotions, parfois difficiles comme la colère, la haine. C'est vraiment le chemin qui a été le tien d'une certaine manière. oh oui. Ouais, ça se ressent. Comme tu l'as dit, 1 an après, donc tu revis une situation similaire. Ce décès, il t'a moins, forcément moins impacté que ton frère parce que le lien de proximité, d'attachement, d'amour n'était pas, non plus le même. Mais, comme tu l'as dit, il est venu vraiment réactiver, en fait, le deuil de ton frère et le décès de ton frère, en te repassant ce même message avec vraiment un schéma répétitif avec des dates miroirs. Donc, si je dis pas de bêtises, 10 octobre pour ton frère et 1er janvier pour cette autre personne. En plus de ça, avec des circonstances qui sont similaires ou en tout cas qui se rapprochent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter sur ce point? Comment tu as vécu le fait que les choses se répètent? Est-ce que ça a été quelque chose pour toi de violent? Est-ce que c'est le fait de cette répétition que ça t'a permis de comprendre? Comment tu l'as vécu? Alors à cette époque-là, c'est vrai que, on va dire que ça m'a relancé un peu la douleur, ça m'a rappelé, un peu, bah, les circonstances de mon frère. J'ai pas pu, pleurer, cette personne à cette époque-là parce qu'on va dire que j'étais avec un compagnon qui m'a pas laissé, m'exprimer, sur cette perte. Mais voilà, on va plus dire que ça a un peu, ravivé le décès de mon frère et cette injustice qui était là, cette colère. C'était vraiment mon sentiment à l'époque, c'est raviver, cette colère et cette injustice. Encore une fois, une perte par un assassinat.
Et donc là, tu avais 19 ans. Tu chemines, tu rencontres ton mari actuel. Les choses se créent. La petite famille se fait, en fait, et crée ses racines. Tu as 25 ans, justement, quand Hugo naît. Et quand Hugo s'envole le 1er octobre. Et donc, du coup, là, comment tu le vis 6 ans après? À nouveau un décès qui est proche, qui est en tant que parent et du coup en tant que mère, un bout de soi, même si je suis pas maman, je pense pouvoir me permettre de le dire comme ça, même si je ne peux que concevoir cette souffrance plutôt que de la vivre réellement intérieurement. En plus de ça, la cause du décès d'Hugo et j'imagine relève à nouveau cette injustice parce que c'est réellement la mort subite du nourrisson. Comment tu l'as vécu cette troisième fois où la mort s'incruste dans ta vie? Alors, sincèrement, je pense que c'est parce que j'avais fait une promesse à mon fils de me battre. Si pas, c'est quelque chose qui m'a mis à terre, vraiment. Perdre son enfant, c'est juste horrible. Et en quelque sorte, ça vous change. Ça change votre personne. On perd toute cette innocence du ça n'arrive qu'aux autres. Et encore une fois, cette mort subite rappelle un peu ce fruit du hasard, parce qu'en quelque sorte, l'assassinat, c'était un petit peu la faute à pas de chance. Et là, on vous rappelle que la mort subite, c'est encore la faute à pas de chance, parce que c'est rare. Mais en quelque sorte, même si c'est rare, comme je disais au médecin, je m'en fous que c'est rare. Ça nous arrive à nous. Moi, je viens de perdre mon enfant de ça. Et ça a été très, très compliqué dans le sens où c'est arrivé chez la nounou. Et par chance, c'est peut-être malheureux, vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire par là, mais la nounou a réussi à réanimer Hugo. Donc en fait, il n'est pas décédé sur place. Donc il a été transféré, etc. C'est arrivé donc le 28 septembre, oui. Donc et c'est seulement après le 1er octobre qu'on nous a dit que voilà, son petit cerveau avait trop souffert, donc il fallait débrancher les machines. Et ils nous disent, voilà, quand vous êtes prêts, on débranchera. Et en quelque sorte, quand vous êtes prêts, cette phrase me fait toujours un peu sourire, parce que est-ce qu'on est réellement prêt à ça un jour? On ne l'est pas. C'est quelque chose qui est inhumain, c'est pas dans l'ordre des choses, mais en quelque sorte, il faut y faire face. Et à ce moment-là, en fait, je m'en souviendrai toujours, on était dans une pièce avec ma maman, mon mari et moi-même. Et donc, quand les médecins m'ont dit ça, c'est vrai que est-ce que c'est du fait que j'avais déjà vécu tous ces drames? Je me suis mis dans un mode robot où, oui, mon mari s'est effondré, ma maman s'est effondrée. Moi, tout ce qui m'importait, c'est de savoir comment ça allait se dérouler. Il fallait que qu'on m'explique tout, en fait. Donc, je voulais avoir le contrôle sur la situation. Je voulais que, en quelque sorte, j'ai attendu pendant 9 mois son premier souffle. Et en quelque sorte, je voulais être là pour son dernier, et je voulais que ce soit orchestré également par mes soins pour l'accompagner au mieux. Et donc, c'est vrai que j'ai posé un tas de questions. Je voulais que ça se passe comme ça, de telle manière. Et voilà, donc j'étais vraiment en mode robot jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai qu'on a pris toute la journée, la famille est venue dire au revoir à Hugo, et jusqu'au moment où voilà, je sentais que physiquement, moralement, j'en pouvais plus, que j'ai dit allez, de toute façon, on sera jamais prêt, donc c'est maintenant qu'on le fait. Et donc voilà, il a fait son dernier souffle, et une fois qu'il a fait son dernier souffle, on aurait dit que voilà, il fallait que je respire, je suis sortie, et là je me suis écroulée. Parce qu'en quelque sorte, j'avais joué mon rôle jusqu'à la fin, je l'avais accompagné jusqu'à son dernier souffle, et que je savais que il était décédé, donc il n'avait plus besoin de moi. Et à ce moment-là, je me suis autorisée de m'écrouler. Merci pour ce témoignage qui est pas facile, mais que je trouve très beau et que je trouve rempli d'amour avec un grand A, que ce soit envers ton fils, que ce soit envers ta famille, le fait de s'autoriser aussi, comme tu le dis, après à vivre ces émotions, à vivre cette tristesse et cette vulnérabilité, c'est de l'amour aussi envers soi. Donc merci beaucoup pour ce partage et pour ce témoignage. Et du coup, Hugo était le premier, il était tout seul à ce moment-là.
c'est souvent une question qu'on peut se poser en tant que proche d'une personne qui perd un bébé, et surtout quand c'est le premier ou la première. Est-ce que du coup, même si on a déjà un petit peu teasé la réponse, est-ce que du coup tu as eu l'envie d'avoir d'autres enfants? Est-ce que tu en as eu? Et comment s'est fait ce cheminement pour toi? Oui, tout à fait. C'est vrai que, Hugo, c'était mon tout premier petit garçon, mon premier bébé, et voilà, la question s'est vite posée dans le sens où je concevais que je devais en quelque sorte faire le deuil de mon enfant parce que, voilà, Hugo était parti, il ne reviendra pas, mais je ne voulais absolument pas faire mon deuil de maman et en quelque sorte, ça, je savais c'est quelque chose que je savais pas réparer mais ravoir. Donc très vite, on en a discuté avec mon mari et j'ai arrêté mon moyen de contraception pour retomber enceinte de son petit frère, qui est Mathis. Donc Mathis est né en septembre, juste l'année après son départ, donc ils n'ont pas beaucoup d'écart. Ça a été très compliqué parce qu'en quelque sorte, je suis tombée enceinte. Hugo est parti en octobre et je suis tombée enceinte de Mathis en janvier, donc j'avais pas eu le temps de faire un deuil ou autre. Et donc ma grossesse a été compliquée parce que j'avais perdu cette naïveté de perdre un enfant, ça n'arrive qu'aux autres. Donc pendant ma grossesse, j'avais toujours peur de le perdre, j'avais peur de faire une fausse couche, chose que je n'avais pas eu à Hugo. J'avais vécu ma grossesse très sereinement, mais là j'avais vraiment perdu cette innocence du voilà, ça n'arrive qu'aux autres, comme je dis toujours. Et donc ça a été vraiment compliqué. Ensuite, Mathis est venu au monde. Euh, Vu qu'Hugo est décédé en fait directement à Bruxelles, aux soins intensifs pédiatriques à Bruxelles, on a été pris en charge par eux également pour Mathis parce que là-bas il y a l'aile la mort subite et il y a la spécialiste de la Belgique qui est là-bas, donc ils nous ont pris un peu sous leur aile. Et donc Mathis a été suivi directement dès sa naissance sous monito-cardio-respi jusqu'à l'âge de ses 6 mois. Il a fait le test, il n'y avait aucun risque, je veux dire les tests étaient bons, mais j'avais ce besoin constamment de veiller si son cœur fonctionnait bien, s'il respirait bien. C'était vraiment maladif. Encore à l'heure actuelle, Mathis a 7 ans. Si j'entends un bip qui ressemble à ce monito, je me fige. C'est quelque chose, ça reste ancré en moi. Maintenant, on a eu de la chance, Mathis est en parfaite santé. Mathis, oui, le monito a sonné 2-3 fois. Je vous avouerai qu'on court pas, on vole quand ça sonne, mais ça a toujours été des fausses alertes. Et donc, voilà, je l'ai très mal vécu, en quelque sorte, les premières années de vie de Mathis, parce que Hugo est en parfaite santé, il m'avait juste fait une gastro, et 2 jours après, j'avais plus mon enfant, en fait. Donc, j'avais peur au moindre bobo de Mathis. Je me disais, mais est-ce qu'il va mourir aussi? Et donc, ça a été très, très compliqué, et je m'étais dit, plus jamais je veux vivre ça. Dans le sens où je me sentais plus capable de revivre ce stress au quotidien de est-ce que ça va encore arriver? Et puis je me disais, on en a eu, maintenant on a un autre garçon, Mathis, qui est là aussi. Il est là, il est pas mort en quelque sorte. On va pas tenter le diable. Et jusqu'au jour où je perds mon papa. Donc j'ai perdu mon papa il y a 2 ans. Et je me suis retrouvée à pleurer seule mon papa parce que j'avais perdu mon frère. Donc j'étais comme une fille unique. Et là, avec mon mari, on en discute et je dis, tu t'imagines si un jour ça arrive à Mathis, ça sera la même chose. Il sera tout seul. Et je voulais pas ça parce que c'est vrai que mon idéal de famille, ça a toujours été avoir 2 enfants. Un garçon, une fille. Ça a été toujours mon rêve. Mais j'ai déjà mes 2 enfants. Mais malheureusement, j'en ai que un qui est à mes côtés. L'autre, il joue sur les nuages. Et donc, on s'est décidé de refaire un enfant, mais à une seule condition, c'est qu'on le faisait dans le sens où on le faisait pour une revanche. Donc, on voulait vraiment dire, voilà, ok, on refait un enfant, mais voilà notre réussite, c'est que maintenant, X années plus tard, on refait un enfant et on fait confiance en la vie. Et donc, Lou est née, elle a 10 mois, elle est en parfaite santé. Alors oui, bien évidemment, on a fait les tests de la mort subite, mais pas de monito et rien, et tout se passe très bien. Et maintenant, voilà, je pense que la boucle est bouclée au niveau
des enfants, il ne me faut plus d'enfants, mais j'ai réussi vraiment à rebondir sur cette perte qui est très difficile. Je dis pas, moi, mon fils, j'y pense tous les jours. Il fait partie de moi, il fait partie de notre vie, il fait partie de notre famille, mais il reste ma plus grande force ainsi que ma plus grande faiblesse. Mais je peux vraiment le remercier. J'ai une énorme gratitude en fait d'avoir été sa maman, parce que il m'a fait le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, c'est que je suis devenue sa maman. Je l'ai perdue, je reste sa maman, mais j'ai découvert une nouvelle Élodie. J'ai vraiment une renaissance parce que j'ai changé. Ça se sent dans ton témoignage. Alors, c'est toujours frustrant. Parfois, je me dis que je devrais faire les interviews en vidéo aussi parce que les gens n'ont pas ton faciès, n'ont pas cette communication non verbale que je vois. J'espère qu'en tout cas, ils entendront ce sourire, cette joie, cette flamme de vie, en fait. Vraiment, cette étincelle où on sent que, oui, à un moment, elle s'est éteinte ou en tout cas, elle était peut-être plus très présente, et je pense que ça se comprend au vu des différents décès, au vu des différents drames même, je pense, je peux dire, qui ont croisé ton chemin. Mais on sent aujourd'hui que t'es apaisé, en tout cas, avec ça. Et c'est beau de l'entendre de cette manière-là, et c'est ce que j'ai à cœur de mettre en avant aussi sur le podcast. Donc vraiment, un énorme merci pour ton témoignage, Élodie, qui est poignant. Je pense que c'est réellement le cas de le dire. On touche tout doucement à la fin de cet épisode. Comme tu l'as dit, il y a vraiment cette rencontre, cette ouverture au monde spirituel qui t'a permise de cheminer, qui t'a permise d'apprendre, de changer ta conception du monde, ta conception du coup de la vie et de la mort. Et on voit, comme je disais, qu'au fur et à mesure, tu retrouves ce sourire, tu retrouves cette joie de vivre et tu continues à avancer sans oublier. La preuve en est, tu disais, je voulais 2 enfants, j'en ai 3, mais il y en a un qui joue là-haut sur les nuages, et je trouve ça très beau comme métaphore. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter sur ces notions de spiritualité, sur des conseils, des ressources, des choses qui, toi, t'ont aidé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour conclure cet épisode? Alors, déjà, c'est vrai que, comme on dit toujours, c'est vraiment propre à chacun, mais tester. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai pris rendez-vous chez cette femme. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est Clémence Biasano-Pilet, la voix de la lumière, et c'est vraiment elle qui m'a ouvert les yeux sur tout ça, et j'en suis éternellement reconnaissante envers elle. Cette femme, c'est une pépite. Et en fait, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est quand elle m'a sorti les dernières phrases que j'ai dit à Hugo. Et là, je me suis dit, on peut pas me mentir. Personne savait. J'étais, moi et lui, en train de le changer. Il y avait personne. Et c'était pas quelque chose de banal. Le lendemain, j'avais congé, et avant de déposer à la nounou, je lui ai dit, écoute, mon fils, c'est la dernière journée chez la nounou. Demain, on est ensemble avec papa et maman. On a congé. Et quand Clémence m'a dit ça, et là, les voiles sont tombées. Waouh, il y a quelque chose après. Et juste par ça, aller vers une personne de confiance qui peut vous montrer qu'en effet, il y a quelque chose après, de façon à vraiment alléger cette peine, parce que c'est important de pouvoir l'alléger. Et moi, Clémence m'avait fait lire un livre qui est génial pour les enfants. D'ailleurs, c'est pour les enfants à la base, mais c'est pour cette ouverture, c'est La mort expliquée aux enfants. C'est un livre qui est magnifique et qui m'a appris énormément. Et je pense que voilà, il faut tout simplement essayer de se renseigner et trouver des façons qui sont propres à chacun d'alléger cette peine. Moi, en effet, ça a été la spiritualité, si j'arrive à le dire. Mais je pense que rien que prendre connaissance de ce livre, par exemple, ça fait quand même du bien. Merci. On sent vraiment du coup le besoin de trouver ses propres ressources, de se documenter, d'aller vers ce qui a du sens pour nous. Je rajouterais que merci de mentionner Clémence. Elle est cette personne avec qui j'ai pu partager l'épisode du 1er avril dans les numéros à peu près 40. Dans tous les cas, sera dans la description de l'épisode, comme la référence du livre que tu viens de donner.
si ça peut intéresser les auditeurs et auditrices. Et voilà, encore une fois, j'ajouterais juste une chose par rapport à ces notions de spiritualité que je partage et qui me sont chères aussi. Faites juste attention aux personnes vers qui vous allez. Il est important d'avoir ce cadre, cette confiance. Posez vos questions, faites-vous confiance aussi et écoutez-vous. Je vais pas refaire tout un laïus là-dessus, mais ça me semblait important de remettre un petit point d'attention sur cette notion d'éthique et de cadre, où on fait pas n'importe quoi, surtout avec des personnes qui vivent des moments qui sont difficiles, comme les deuils, où on est plus fragile et plus vulnérable. Donc, faites aussi attention à vous. Je te remercie infiniment, Élodie, pour ton partage, pour ton témoignage. Et puis, je te dis à très, très vite. Merci à toi. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?